Modi avec notre invité Sylvain Bersinger. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste chez Asterès. Alors j'ai envie de débuter avec un chiffre qui est tombé il y a quelques heures, plus 8,2% de croissance économique sur l'exercice 2023-2024. C'est 1,2 point de plus que l'année précédente. Comment fait Narendra Modi pour arriver à un tel score ? Alors, c'est vrai que l'Inde a globalement une dynamique de croissance forte, vigoureuse. Après, il faut aussi voir que l'Inde a encore un niveau de développement, c'est encore un pays pauvre. Donc, il y a encore une capacité de croissance plus importante. Il ne faut pas comparer la croissance d'un pays qui a un niveau de vie comme l'Inde avec, par exemple, la France. Une comparaison qui peut être intéressante, c'est la Chine, parce qu'en fait, on a deux pays de taille à peu près comparable qui pendant longtemps, été très pauvres, très fermés. En fait, l'Inde a longtemps une économie presque communiste. Ça fait que 30 ans, grosso modo, que l'économie indienne s'est ouverte à une économie capitaliste plus comme la nôtre, j'ai envie de dire. Et la Chine, quand elle était vraiment au cœur de sa croissance, était plutôt 12-13% par an. Donc voilà, il y a une dynamique de croissance forte en Inde, il y a un vrai développement économique, mais si on le compare à d'autres, disons, dragons asiatiques, pour reprendre le terme souvent utilisé, c'est pas non plus si impressionnant que ça. Donc je dirais que dans l'économie... Donc en fait, vous relativisez ce chiffre de plus 8,2% de croissance du PIB. Néanmoins, ce chiffre-là, moi j'aimerais que vous me l'expliquiez. Oui, alors ce qui se passe en Inde, c'est à peu près ce qui se passe dans tous les pays qui ont une transition économique d'un pays rural et pauvre vers un pays économiquement plus développé. Donc en gros, typiquement, il y a encore beaucoup d'Indiens, mais il y en a, je dirais, il y a un phénomène, une évolution qui est en cours, de paysans pauvres dans des petites fermes très peu productives qui migrent vers les villes, vers des emplois plus productifs. Alors, on parle beaucoup des services en Inde, on dit parfois que c'est le bureau du monde parce qu'il y a une spécialisation économique plus dans les services, mais aussi dans l'industrie. Et c'est le même mécanisme qu'on a vu en Chine, qu'on voit dans tous les pays qui se développent rapidement, c'est que des petits paysans de fermes peu productives quittent ces campagnes pour aller en ville vers des emplois plus productifs, et ce qui permet d'avoir une croissance économique très importante. Alors, pardon. Non, allez-y. Non, je disais, cette transition pour ces personnes qui partent des campagnes vers les villes, ça ne veut pas forcément dire qu'ils deviennent prospères tout de suite. Hein. Beaucoup arrivent dans un bidonville, ont un petit travail dans des petites manufactures, mais quand il y a un processus de développement économique, beaucoup d'entre eux, quand même, arrivent à avoir une hausse de leur niveau de vie. 45% des emplois restent toutefois liés à l'agriculture en Inde. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce processus qui est en cours, mais qui n'est pas du tout achevé, en fait. Hein. Il y a encore, vous venez de le dire, une large part des Indiens qui sont toujours dans des fermes très peu productives. 45%, c'est énorme. En France, c'est 2-3% des actifs qui sont dans l'agriculture, parce qu'on a une agriculture beaucoup plus productive, beaucoup plus mécanisée. Donc c'est un processus de développement économique qui est en cours. L'Inde reste malgré tout un pays pauvre, mais le côté positif de l'économie indienne, c'est que ce développement, même si on aimerait qu'il soit plus rapide, on aimerait que plus de gens sortent de la pauvreté, il est malgré tout en cours. Il va prendre plus de temps qu'en Chine, mais il y a une dynamique qui est quand même sur le fond positive. Est-ce que vous diriez que c'est une puissance au pied d'argile, en fait ? Je dirais qu'il y a des points très positifs et des points très négatifs. Donc on peut voir, je dirais, dans l'économie indienne, un peu le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, on l'a dit, c'est qu'il y a quand même une croissance qui est robuste. Il y a un processus de départ des gens, de fermiers très pauvres vers les villes, vers des emplois plus productifs. Donc on a ce processus en cours. On voit des domaines où l'Inde excelle. On pense à l'informatique, on pense maintenant même au spatial. Mais à côté de ça, il y a encore d'énormes défis. Et notamment humains, 107e sur 123 pays dans l'indice de la faim dans le monde. Oui, il y a encore des poches énormes de pauvreté, il y a des problèmes de corruption, de lourdeur administrative, il y a, comme vous l'avez dit, encore une large partie de la population qui est dans des fermes très peu mécanisées. Le pays peine à s'industrialiser, contrairement par exemple à la Chine, ce qui fait qu'il y a un déficit commercial chronique, ce qui pèse par exemple sur la valeur de la monnaie, ce qui génère de l'inflation. Donc je dirais qu'on peut vraiment voir dans cette économie le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais malgré tout, on a quand même un processus de croissance, donc j'ai plutôt envie de voir quand même le verre à moitié plein. Ce n'est pas encore une force motrice régionale si on le compare à la Chine. Non, si vous prenez le PIB indien par rapport au PIB chinois, grosso modo, je donne le chiffre de tête, ça va être un tiers à peu près. Hein, donc c'est deux pays en termes démographiques à peu près équivalents. L'Inde vient de passer un tout petit peu devant, mais enfin c'est tout à fait comparable. Mais un Indien en moyenne reste 2 à 3 fois, selon les chiffres qu'on prend pour comparer, parce qu'il y a plusieurs manières de comparer, 2 à 3 fois plus
plus faible plus pauvre qu'un Chinois en moyenne. Donc c'est une économie, je dirais, c'est une grande puissance économique en devenir, mais c'est pas encore, je dirais, à l'échelle mondiale, une grande puissance économique à l'heure où on parle. Est-ce que, dernière question, cet aspect économique tiré vers le haut, qui en tout cas est en pleine croissance, est-ce que ça explique aujourd'hui la victoire potentielle de Narendra Modi? Selon vous, il y a d'autres aspects? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'autres aspects, mais je ne suis pas expert de la politique indienne, donc je laisserai ça à d'autres. Narendra Modi, par exemple, joue beaucoup sur le nationalisme hindou, avec une opposition vis-à-vis de la communauté musulmane, ce qui, à mon avis, d'un point de vue strictement économique, peut poser problème, parce que si vous mettez de côté toute une part de la population, si on raisonne uniquement en termes de croissance économique, c'est très mauvais. Mais globalement, oui, on l'a dit, depuis plusieurs années, même plusieurs décennies, il y a un processus de développement économique qui s'est poursuivi sous les mandats de Narendra Modi. Vous l'avez dit, 8% de croissance, même un peu plus, ça reste un chiffre positif. Donc oui, le bilan économique de Narendra Modi, il est quand même, on va dire, globalement plutôt positif, même si je l'ai dit... Même si tout le monde n'en profite pas. Voilà, même si tout le monde n'en profite pas, il y a des poches énormes de pauvreté, on pourra apporter beaucoup de nuances. Mais je pense, d'un point de vue purement électoral, la situation économique pour le président sortant est plutôt un atout. Merci beaucoup.